podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est officiellement, on va dire, la vraie reprise du cyclisme. C'est le week-end d'ouverture et c'est le circuit Het Nieuwsblad en Belgique, la première classique d'Europe, la première course même World Tour qui se déroule en Europe ici sur les pavés belges. Et forcément, l'excitation est à son comble parce qu'on a en plus une start-list assez incroyable, assez digne d'un monument, digne de Tour des Flandres. Parce que le Het Nieuwsblad, c'est déjà un petit Tour des Flandres avec pas moins de 13 secteurs pavés, dont certains très connus comme le Mur de Grammont, comme l'Elkenberg, le Bosberg, le Wolvenberg. Voilà des ascensions que l'on connaît bien et que l'on retrouvera donc sur ce Het Nieuwsblad de 208 km. Le final, lui, est plutôt plat sur les 12 derniers kilomètres. Il est même en faux plat descendant. Avant ça, par contre, il y aura l'enchaînement là, du Mur de Grammont et du Bosberg. 1 km à 7% et un autre à 6%, pavé à 12 km de l'arrivée. Donc c'est cet enchaînement des deux ascensions où pourrait se faire la différence aujourd'hui. Et tous les regards seront tournés vers un seul homme dans ces ascensions pavées. C'est bien sûr Mathieu Van Der Poel qui effectue sa rentrée aujourd'hui. Course qu'il n'a jamais remportée, le Het Nieuwsblad. Donc il va être probablement surmotivé. On a vu qu'il était en pleine forme sur le cyclocross. Il a tout gagné, toutes les courses auxquelles il a participé, plus bien sûr le titre de champion du monde. Il est l'immense favori du jour pour aller chercher la victoire, s'imposer très certainement en solitaire, en se débarrassant de tout le monde dans ces monts pavés. Il y a Tom Pidcock qui est là, qui paraît peut-être le seul coureur capable de le suivre dans ses ascensions. Tous les autres coureurs, des très très bons coureurs, ils ont une chance de gagner si ça arrive au sprint. Là, si c'est un sprint en petit comité, comme c'est souvent le cas sur ce Het Nieuwsblad, et là, il y aura des chances pour les autres coureurs. On a par exemple les 3 coureurs qui ont fini aux 3 premières places de l'an passé qui sont là. Søren Verenskold, le Norvégien du NOX, le tenant du titre. Paul Magnier, qui est en grande forme pour la Soudal Quick-Step et qui avait fait 2e l'an passé. Et puis Jasper Philipsen, l'équipier de Mathieu Van Der Poel, qui avait fait 3e et qui sera lui aussi là pour régler le sprint, peut-être profiter du travail de Van Der Poel à l'avant si jamais il est repris. Lui, il n'aura pas besoin de travailler, il pourra aller chercher la victoire au sprint. Mais il y a plein d'autres très bons sprinteurs qui sont là. On a Arnaud Delis, le coureur de la Lotto Intermarché, lui aussi, qui sera très dangereux aujourd'hui. Binyam Girmay, qui a retrouvé le chemin de la victoire là, depuis son transfert à la NSN. Il a déjà 2 victoires d'étape cette saison alors qu'il n'avait pas gagné une seule l'an passé. On a Mathieu Brennan associé à Christophe Laporte pour la Visma The Bike. Ça aussi, ça peut faire mal. Plus des petits outsiders comme Davide Ballerini, ancien vainqueur. Il s'était imposé ici il y a 5 ans, en 2021. Dylan Van Baarle, autre ancien vainqueur, est là pour la Soudal Quick-Step, mais lui, il sera plutôt là pour travailler pour Paul Magnier a priori. On a Matej Mohoric pour la Bahrain Victorieuse, Tobias Lund Andresen. Attention à lui, il a déjà créé la surprise cette saison sur des courses World Tour. C'est lui qui a remporté la seule classique pour l'instant de la saison en Australie. On a encore des sprinteurs comme Tim Thorn Teutenberg pour la Lidl Trek, Warren Spiti, Jordi Meus, Arne Maritz, un trio là pour la Red Bull Bora Hansgrohe, l'expérimenté John Degelkob pour la Picnic Post-NL, Tim Wellens, Juan Sebastian Molano du côté de la Team Emirates qui pour une fois ne sera pas favorite aujourd'hui. On a encore Luca Mozzato ou Stefan Kung pour la Tudor. Tudor qui fait partie des 7 équipes Pro Tour invitées en plus de la Tudor. Donc on a la Pinarello Q36.5, la Cofidis, la Total Energy, la Burgos Bourg-Pellet, la Team Flandre Baloise et l'Unibet Rose Rockets. Voilà pour tous les coureurs qui vont participer à ce Het Nieuwsblad. Une course où Van Der Poel est ultra favori en l'absence donc bien sûr de Pogacar. Normalement sur ces bons pavés ça ne devrait pas lui poser de soucis, mais voilà c'est la course de reprise. Est-ce qu'il est vraiment en forme, remis de sa saison de cyclocross? Et puis il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont vouloir le maîtriser pour arriver à un petit sprint parce que toutes les équipes espèrent que ça se termine comme cela pour permettre à leurs coureurs rapides, à leurs sprinteurs d'aller chercher la victoire aujourd'hui. On va voir quel de ces 2 scénarios, la victoire en solitaire de Van Der Poel ou le sprint en petit comité aura lieu, à moins évidemment d'une potentielle autre surprise, mais c'est très très peu probable. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, le kilomètre 0. Est-ce qu'on aura une belle échappée aujourd'hui capable d'inquiéter un peu le peloton? Sachant que c'est évidemment quasiment impossible pour les échappés d'aller au bout sur une classique comme ça. Au vu du nombre de sprinteurs dans le peloton et d'équipes qui ont un sprinter potentiel vainqueur, plus la présence de Van Der Poel, voilà. Faudra être sacrément fort pour espérer s'imposer en partant de loin. C'est ce que tente de faire un premier coureur pour la Picnic Post-NL, Timo de Jong, le Hollandais, voilà, le premier attaquant du jour, qui est parti, enfin du moins qui attaque, le peloton qui est déjà un petit peu en file indienne derrière lui.
On va quand même avoir donc des motivés pour aller chercher cette échappée aujourd'hui. Parce que malgré tout, quand on est un coureur un petit peu un baroudeur, on a plus de chances de gagner en étant à l'avant dans une échappée qu'en restant dans le peloton où on se ferait forcément distancer dans le final. Et donc il y a des coureurs motivés pour aller devant. On va voir combien de temps ça va prendre pour faire cette échappée et qui sera dedans. Allez, on la tient peut-être déjà, notre échappée du jour, avec ce mouvement initial lancé par Timo de Jong, qui a été décisif finalement, qui a fonctionné. Il a été suivi d'abord par Jelte Krinsen, coureur de la Jayco Alula, un autre Hollandais, et puis Michael Lambrecht de la Team Flandre Baloise qui les a également rejoints. Lui, il est belge, et on a donc 3 coureurs qui sont à l'avant, qui sont sortis après environ 5 km de course. Il y a un coureur de la Total Energy là, qui a tenté de les rejoindre mais qui n'a pas réussi. Le peloton est encore pas très loin derrière, une vingtaine de secondes. Mais l'écart qui pourrait peut-être petit à petit grandir pour ce trio qui est le premier à sortir. Après 3 coureurs, c'est quand même pas beaucoup. Pour une course comme ça, il faudrait être un peu plus nombreux là. Donc ils ont intérêt aussi à pas trop donner, à laisser un écart avec le peloton assez maigre pour permettre à d'autres coureurs comme ce coureur là de la Total Energy qui aimerait bien les rejoindre d'aller à l'avant aussi. Ça leur donnerait plus de chances pour une potentielle victoire entre guillemets, mais au moins pour aller le plus loin possible. Ah, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils se sont accrochés, ils sont tombés. Allez, deux coureurs dans l'échappée qui sont tombés, mais c'est pas possible ça. Timo de Jong, Michael Lambrecht, les 2 coureurs au sol. Bon, là, c'est comment se condamner immédiatement, puisque ces 2 coureurs sont tombés et vont bien sûr immédiatement être repris par le peloton. On n'a plus que Jelte Krinsen qui se retrouve d'un seul coup tout seul à l'avant, parce que ces 2 compères d'échappée là, ils sont tombés. Alors qu'on n'a toujours pas attaqué. Le premier secteur pavé, il aura lieu dans une vingtaine de kilomètres. Et déjà une première chute, pas à cause des pavés, mais les 2 coureurs de l'échappée qui sont accrochés, qui sont tombés. On n'a plus que Jelte Krinsen seul en tête. Toujours un écart assez faible avec le peloton. De toute façon, là tout seul, ça sert à rien. Il faut qu'il attende du renfort. Ah, il aura attendu longtemps, Jelte Krinsen, mais il a enfin des partenaires là. Il est resté, ça fait une quinzaine de kilomètres qu'il est tout seul devant le peloton. Mais là, il y a un groupe de 4 coureurs qui est sorti et qui va très rapidement revenir sur le coureur de la Jayco Alula, seul en tête. On y retrouve Alexis Renard pour la Cofidis, le français Clément Aleno qui lui roule pour la Burgos Bourpellet, Vincent Van Hemelen pour la Team Flandre Baloise et Alexis Brunel pour la Total Energy. Là, c'est 4 coureurs de 4 équipes de division Pro Tour, de seconde division, qui, ils ont que ça à faire, c'est aller dans l'échappée. Ils n'ont pas grand espoir de faire mieux aujourd'hui que de se montrer à l'avant. Et donc, ils rejoignent Jelte Krinsen. On a un groupe de 5 coureurs. Et là, l'écart qui devrait enfin commencer à se creuser entre les échappés et le peloton. Et au moment où on attaque le premier secteur pavé du jour, le Paddelstraat, les échappés qui ont creusé, ils ont 3 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton. Après le faux départ là, de l'échappée à 3, puis la chute de 2 d'entre eux, on l'en tient définitivement, notre échappée du jour. Il sera donc 5, avec 3 coureurs français à l'avant, un Hollandais et un Belge. Là, on est vraiment dans les nationalités classiques de ces échappées sur ces étapes de pavés belges. Et on va donc voir à quel point ils vont creuser, jusqu'à quelle avance ils vont bénéficier, et ensuite jusqu'à quand ils pourront tenir, avec notamment un coureur comme Alexis Brunel, un très bon rouleur et capable parfois de coups d'éclat. Ce sera un des maillons forts de cette échappée. On est à 100 km de l'arrivée, et la course qui n'est pas encore full gas. Les hostilités ne sont pas encore lancées. Pour l'instant, on est encore dans un parcours classique. Les 5 hommes de tête ont quand même perdu un petit peu d'avance. Ils n'ont plus que 2 minutes et 35 secondes d'avance sur le peloton. On n'a fait que 3 secteurs pavés pour l'instant. Seulement 2 ascensions. Mais tout va s'accélérer dans le dernier tiers de la course, on va dire. On a donc le temps de faire un focus sur un des échappés. 5 coureurs à l'avant. 3 n'ont jamais remporté la moindre victoire pro. Il s'agit de Alexis Renard, Clément Aleno et Vincent Van Hemelen. 4 victoires en carrière pour Jelte Krinsen, le Hollandais de la Jayco Alula, et puis 2 pour Alexis Brunel. Mais on va s'intéresser à Alexis Brunel parce qu'il a une carrière assez étonnante. Le Français de la Total Energy, qui avait commencé du côté de la Groupama FDJ, où il était devenu pro en 2018. Puis il avait rejoint la Team Emirates en 2022, mais il n'y était resté que 6 mois avant de quitter la Team Emirates et même de quitter le monde professionnel. Il avait rejoint un petit club amateur, l'Unisport Lamantinois. Il a passé une saison au Dunkerque Grand Littoral, un autre club amateur. Bref, il s'était retiré du monde pro. En 2024, il avait même complètement arrêté le vélo. Et c'est de manière assez surprenante que l'an passé, il est revenu dans le peloton en rejoignant la Total Energy. Il revient sur la route et en plus, il a remporté une course
Le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, une classique belge où une échappée justement victorieuse, il était allé au bout, fini en solitaire. Alexis Brunel qui ne comptait qu'une seule autre victoire avant celle-ci, c'était en 2020, une étape de l'Étoile de Bessèges. Coureur plutôt de contre-la-montre, très bon rouleur Alexis Brunel. Et donc un parcours assez étonnant pour ce coureur de 27 ans. Il a encore des années devant lui. Il avait pris en gros sa retraite quand il en avait 24. Il en est sorti. Et pour l'instant, ça se passe pas mal à la Total Energy. Il n'a jamais fait le moindre grand tour dans sa carrière. Par contre, sur les monuments, il a fait 2 fois Paris-Roubaix, une fois le Tour des Flandres, une fois le Tour de Lombardie. Mais il n'a terminé qu'une seule fois. Un de ses monuments, c'était Paris-Roubaix l'an passé. Il a fini loin, 109e. Malgré tout, aujourd'hui, il devrait être un des maillons forts de cette échappée. C'est le plus ancien, avec 27 ans. Les autres ont entre 24 ou 26. Il a déjà pas mal roulé depuis le début de saison. Il était par exemple sur l'Étoile de Bessèges. Il a fait les classiques espagnols. Pas encore de résultats marquants. Pas sûr que ce soit pour aujourd'hui, mais au moins, il sera à l'avant. Et tant que le peloton là n'a toujours pas vraiment enclenché la poursuite derrière, il devrait le rester, lui et ses copains, pendant encore un petit moment. Bon, attention, là, il y a une chute un petit peu globale dans le peloton. Bon, ça a l'air d'aller un peu pour tout le monde, mais il y a au moins 10-15 coureurs là, qui se sont accrochés. On n'était pas dans un skater pavé, c'était du goudron. Mais il y a aussi beaucoup de vent aujourd'hui. Ça peut avoir aussi son influence, et ça aura son influence d'ailleurs sur la course. On a Caden Groves, par exemple, pour l'Alpecin Première Tech, là, qui a été pris dans cette chute, qui est reparti. Pas mal de coureurs là. Mais je pense qu'il n'y aura pas de graves blessures. Tout le monde va vouloir repartir. Mais voilà, c'est le début un petit peu de la nervosité. On est à 80 km de l'arrivée, 2 minutes 30, toujours d'avance pour les 5 hommes de tête. On va arriver au 5e secteur pavé du jour. Mais c'est un secteur qui sera, encore une fois, sur le plat. Et donc, qui ne devrait pas encore être décisif, ni synonyme de la première accélération dans le peloton. Mais malgré tout, voilà, on veut être bien placé à l'approche de ce secteur pavé. Et c'est certainement pour ça que cette nervosité-là a créé la première chute massive de cette course. Ah, ça retombe encore là, la nervosité qui est de plus en plus palpable. On a 2 coureurs là, de la Team Emirates qui sont à terre, avec Rune Regoz, Rui Oliveira, 2 équipiers là, pour Tim Wellens et pour Juan Sebastián Molano, qui en plus, c'est reparti pour Regoz. Rui Oliveira, il a plus du mal à repartir. Mais voilà, on va arriver là dans le moment décisif. On est à 65 km de l'arrivée, on approche. On est à 1 km de l'ascension de Leikenberg, le mont pavé. Et là, ça va accélérer. Et cette chute-là entre les 2 coureurs de la Team Emirates qui se sont accrochés. Team Emirates qui n'est pas verni, alors ils gagnent quand même beaucoup de courses, mais ils ont aussi beaucoup de chutes depuis le début de la saison. Ouais, ça retombe encore de partout. Oh là 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 là, c'est tombé au milieu de peloton. Un coureur qui est tombé, ça en a entraîné 15 autres derrière. Et voilà, c'est tellement nerveux pour être bien placé au pied de cet Eikenberg. Et bah là, ça a été le carambolage total. Je crois que c'est un coureur de la Bahreïn Victorieuse qui est le premier à être tombé. Ça a fait une vague. Et derrière, c'est tombé un peu de partout. Alors, c'est plutôt les coureurs qui étaient derrière qui sont tombés. Donc voilà, si on était un leader, si on était un coureur qui avait des ambitions pour la victoire finale, on devait être devant cette chute. Et donc, ça s'est bien passé. C'est peut-être plus des équipiers qui sont tombés, mais ça a fait des dégâts. Et en plus, là, juste derrière, voilà, on est dans l'Eikenberg. Et il y a une grosse cassure dans le peloton. Donc, ceux qui sont derrière, pas sûr qu'on les revoit de sitôt. En tête du peloton, voilà l'Alpecin de Mathieu Van Der Poel, très bien placé. Mais là, cette chute, elle va vraiment diminuer le peloton quasiment de moitié. Si le rythme ne ralentit pas ensuite, pas sûr qu'on revoit tous ceux qui sont tombés là. Mais en tout cas, pas d'attaque a priori pour l'instant dans cette ascension d'Eikenberg. On est patient du côté de Van Der Poel qui ne veut pas lancer non plus de trop loin. On est encore à 62 km de l'arrivée là. Ah, le problème mécanique là pour Paul Magnier qui doit changer de vélo. Oh, en plus là, ça prend du temps. Je prends de vélo, mais il n'a pas eu le bon vélo. C'était le vélo de l'assistance, mais il veut sa voiture. Ça fait 30 secondes qu'il est en bord de route, Paul Magnier. Wow, alors là, c'est quasiment la victoire qui s'envole là pour Paul Magnier parce que c'est très 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 long. Il a quasiment perdu 1 minute. Alors que dans la chute de tout à l'heure, il y avait Tom Pidcock qui a été pris, qui en tout cas au moins été ralenti. Je ne sais pas s'il est tombé, mais Tom Pidcock, il était à l'arrière, pas dans le peloton. Et c'est également le cas de Paul Magnier qui a peut-être tout simplement déraillé. Ah non, il y a eu une chute devant lui. Il y a un coureur qui est tombé juste devant lui au sommet de l'Eikenberg et il s'est accroché avec lui. Il n'est pas tombé, mais son vélo a déraillé. Et du coup, là, il a attendu très longtemps. On a un coureur qui va l'attendre, Casper Pedersen, qui va tenter de le ramener. Mais là, ça va être un très très gros effort pour Paul Magnier pour tenter de revenir sur la tête de la course au moment où devant, ça roule fort. Les coureurs de la Visma, la Team Emirates de Tim Wellens bien placé, ça roule très fort. On est dans un nouveau secteur pavé plat cette fois-ci. Loleweg. Et pour Magnier, ça va être très très compliqué. Et on a une première attaque dans le peloton. C'est un coureur de l'IF là,
Kasper Asgreen qui met son attaque. Très bon rouleur danois évidemment. Attention à ne pas trop le laisser partir. Il est sorti. Alors que il y a encore une chute derrière pour un coureur de la Bahrain Victorious encore là qui est au sol. Et pour l'instant, bien sûr, tout ça a fait que l'écart avec les échappés, qui ne sont plus que 4 à l'avant, parce que Clément Aleno, le Français de la Burgos, a été distancé. Ils sont encore 4 avec Hjelte Crinson, Alexis Renard, Vincent Van Hemelen et Alexis Brunel. Écart de seulement 1 minute et 16 secondes. Avec le peloton, il se passe des choses un peu partout là. Il y a beaucoup de chutes. Kasper Asgreen qui attaque, Paul Magnier et Tom Pidcock qui sont pour l'instant distancés. On a vu le tenant du titre aussi, Søren Frenskold, plutôt en difficulté. La course qui s'anime de partout. Et ça n'a pas marché pour Kasper Asgreen, qui est repris par le peloton, qui est mené exclusivement là, par la Team Emirates. On a 4 coureurs de la Team Emirates aux 4 premières places, avec Tim Wellens en 4e position, qui prépare peut-être pour bientôt une attaque. Et puis on a un groupe pointé à 45 secondes du peloton, où on retrouve Paul Magnier avec des équipiers. Mais il y a aussi Jasper Philipsen qui est là. Il y a Amaury Capio pour la Jayco Alula. Ils sont 5 ou 6. Et c'est pas sûr qu'ils aillent à revenir. Et même s'ils reviennent, ces coureurs-là, ils vont laisser des forces. Paul Magnier et Jasper Philipsen, ils ont fait 2 et 3e l'an passé. Et 2 coureurs éliminés sur souci mécanique. C'est vraiment pas de chance pour ces 2 coureurs-là. Mais ça risque d'être très compliqué pour lutter pour la victoire. Parce que les attaques en plus n'ont pas vraiment commencé. Alors, il y a encore une chute, mais c'est pas possible. C'est au moins la 7 ou 8e. Là, il y a 2, 3, 4 coureurs qui sont l'un sur l'autre. Un de la Cofidis, un IF, un Alpecin et un Tudor. On a Stefan Kung. C'est Stefan Kung pour la Tudor qui est là. Avec Colby Simmons pour l'IF. Ça commence à en faire vraiment beaucoup. Et tout ça, tous ces coureurs qui sont éliminés sur chute, c'est des coureurs qu'on verra pas dans le final. Et attention là, on va arriver dans le Molenberg. Nouvelle ascension pavée, 7% de moyenne. Elle n'est pas longue, mais par contre, elle est très très étroite. Sur les côtés, c'est un peu boueux. Les échappés, ils sont déjà. Le peloton qui est en train d'exploser parce que ça va très très vite. Matthias Vacek pour la Lidl Trek qui fait un très gros train. Au moment où voilà, ils attaquent ce Molenberg. La Team Emirates qui de nouveau est en tête du peloton dans ce Molenberg. C'est très très étroit. Avec Florian Vermeersch qui accélère. Ça tombe derrière. Ça tombe pour le coureur de la Tudor. C'est Trentin, je crois bien, qui tombe. Van Der Poel qui l'a évité. Mais voilà, là, c'est le cyclocross. C'est le cyclocross de Mathieu Van Der Poel qui lui a évité la chute sur les pavés glissants là. Et Van Der Poel qui a fait un espèce de zigzag pour l'éviter. Incroyable. Et du coup, Van Der Poel qui accélère, qui revient sur le coureur de la Team Emirates qui lui a accéléré tout seul. C'est Florian Vermeersch. Et Van Der Poel qui revient, qui se retourne. C'était très confus la chute là, du coureur de la Tudor. C'est Matteo Trentin qui est tombé. Et Van Der Poel qui l'a évité de manière assez improbable. Ça a explosé. Il y a des groupes de partout. Il est possible que ça se regroupe un petit peu parce que Van Der Poel il va pas continuer là tout seul. Mais ça, plus la chute, plus l'étroitesse de la route, plus l'accélération de Florian Vermeersch et de Van Der Poel, ça fait beaucoup. Il va falloir faire le point pour savoir qui est où. Mais la chute de Matteo Trentin en 2e position et Van Der Poel, incroyable, qui était à 2 doigts de tomber. Il évite Matteo Trentin en passant à quelques millimètres. La course qui a explosé de partout. Et ça revient sur les hommes de tête pour un trio avec Mathieu Van Der Poel, avec Florian Vermeersch et avec le très bel effort du coureur de la Red Bull Boronsgro, Tim Van Dirk, le seul qui a réussi à revenir sur Van Der Poel et Vermeersch une fois qu'ils étaient isolés suite à la chute là. Ces 3 coureurs sont revenus sur les 4 hommes de tête et on a un groupe de 7 désormais qui est formé. Et derrière, en fait, on a un groupe d'une 20aine de coureurs qui attend derrière un groupe de 50 coureurs. Et le but, c'est que ce peloton de nouveau formé s'organiser pour revenir sur la tête de la course. Mais entre-temps, ça a creusé. Il y a 30 secondes d'avance pour Mathieu Van Der Poel sur ce qu'on va appeler le peloton principal. Il y a bien 70 coureurs dans ce groupe qui est à l'instant là se reforme. 39 km de l'arrivée. Est-ce qu'on va collaborer avec Mathieu Van Der Poel? Pour l'instant, Van Der Poel qui ne se soucie pas des autres. Il roule, il demande un relais à personne, les autres le suivent, ne lui passe pas de relais. Et le peloton derrière qui va commencer à s'organiser pour tenter de revenir sur la tête de la course. Donc rien n'est fait encore dans ce Newsblad. On vient de passer un nouveau secteur pavé. Désormais, il ne restera plus que le mur et le Bosberg comme secteur pavé. Ils auront lieu dans une 20aine de kilomètres. L'écart qui est désormais stabilisé, mais bon, le temps que le peloton s'organise, il y avait la minute. Et donc on a 1 minute et même 8 secondes. 1 minute et 8 secondes d'avance pour le groupe Mathieu Van Der Poel, dans lequel il n'y a plus Alexis Brunel qui a lâché.
Par contre, il y a toujours, bien sûr, Florian Vermeersch et Tim Van Dierck, ainsi que les échappés matinaux, Alexis Renard, Vincent Van Emelen et Jelte Krinchen, qui lui était carrément de la toute première échappée, le seul qui n'est pas tombé. Et donc l'écart qui est quand même assez important, 30 km de l'arrivée. Face au peloton, on retrouve Tom Pidcock, on retrouve aussi Paul Magny, qui a réussi à rentrer, tout comme Jasper Philipsen. Mais ça va être compliqué de revenir sur le groupe Van Der Poel, d'autant plus que Florian Vermeersch collabore. Tim Van Dierck aussi, je l'ai vu passer un relais. Pour l'instant, c'est surtout la Lotto qui travaille dans le peloton pour tenter de revenir. Mais il faudrait que la Visma Lease the Bike s'y mette aussi, la Soudal Quick-Step aussi. Parce que sinon, jamais on ne rattrapera Van Der Poel si on ne s'y met pas tous ensemble là. Et attention, ça retombe là dans le peloton qui poursuit. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. C'est la 10e chute sur ce Het Nieuwsblad. Et là, il y a au moins 5-6 coureurs qui sont partis à la faute. Il y a encore 2 coureurs de la Tudor, un coureur de la Visma, un coureur de la Red Bull, un coureur de la Jayco. Ah, il y a du monde. Il y a Arnaud Delis. Ouais, il y a Arnaud Delis qui fait partie de ces coureurs qui sont tombés. Et du coup, la Lotto, forcément, qui est à l'avant ne roule plus. Et ça va avantager encore une fois Mathieu Van Der Poel. L'écart qui avait un tout petit peu diminué, 50 secondes. Pour la Tudor, c'est Marco Haller qui est là. Et Mathieu Brennan aussi. Mathieu Brennan pour la Visma Lease the Bike qui est pris dans cette chute. Voilà, c'est incroyable. Tous les favoris qui tombent un par un. Et le seul qui s'en sort à chaque fois, c'est Mathieu Van Der Poel. Alors qu'on arrive dans le mur de Grammont, justement, pour Van Der Poel. On va attendre son attaque. Pour l'instant, c'est Florian Vermeersch qui mène ce groupe. Il a l'air fort, hein, Florian Vermeersch quand même. Intéressant. Van Der Poel qui lui passe devant, mais simplement pour mettre son relais. Pas d'attaque encore pour l'instant. Tim Van Dierck en 3e position et les 3 autres échappés qui s'accrochent magnifiquement. Si vous pouvez les faire un top 10, ces 3-là, ce serait formidable. Ah bah ils sont justement en train de... Au moment où je dis ça, les 3 échappés qui lâchent la roue de Tim Van Dierck. Il va falloir qu'ils travaillent ensemble pour s'accrocher, éviter de se faire rattraper pour le peloton, ça va être dur. Mais les 3 autres là, qui ont fait un petit écart, c'est Van Der Poel toujours qui mène avec Vermeersch dans sa roue. Enfin, Vermeersch qui fait un écart, Van Der Poel qui a désormais 4-5 mètres d'avance, mais il est en train de creuser. Ah, c'est même pas un attaquant, c'est vraiment au train. Au train, dans ce mur du Grammont, Mathieu Van Der Poel qui s'envole. Cyclocross ou course sur route, c'est le même. Mêmes effets, mêmes conséquences. 16 km de l'arrivée, Van Der Poel qui s'envole là. Sans accélération vraiment puissante, mais simplement en pleine puissance. Et là, la différence de rythme, de puissance entre Van Dierck et Vermeersch chez Van Der Poel est assez incroyable. C'est saccadé, c'est compliqué, ça fait des petits zigzags pour les 2 poursuivants, alors que Van Der Poel, ça bouge pas, ça va vite. C'est incroyable, il est au-dessus du lot de manière très très conséquente. Il n'a aucun adversaire sur ce genre de profil et quand en plus tous ses adversaires potentiels tombent, bon bah forcément, qui peut aller le chercher? Personne. 16 km de l'arrivée, Mathieu Van Der Poel. Si lui non plus ne tombe pas et n'a pas de soucis, on voit pas comment il va pouvoir perdre là. Ça file vers la victoire pour Mathieu Van Der Poel. 6 km de l'arrivée, aucune difficulté, c'est tout plat jusqu'à la fin. Il a 37 secondes d'avance sur le duo. Florian Vermeersch et Tim Van Dierck qui a priori vont faire 2 et 3 parce que le groupe de poursuivants, le petit peloton, où on retrouve tous les sprinteurs, est pointé à 1 minute 15 de Van Der Poel et donc à environ 40 secondes de ce duo-là. On va donc se battre pour la 4e place dans le peloton. Il y aura beaucoup de déçus parce qu'on n'aura même pas l'opportunité probablement de se battre pour le podium là. Allez, le dernier kilomètre pour Mathieu Van Der Poel qui a donc remporté ce circuit Het Nieuwsblad, une course qu'il n'avait jamais remportée dans sa carrière. Il n'y avait de toute façon jamais participé. Donc voilà, première participation et ça sera sa première victoire, tout comme voilà, première course de l'année sur route. Première victoire, mais il est resté sur 13 victoires consécutives en cyclocross. C'est hallucinant. Il gagne tout ce qu'il fait pour Van Der Poel. Ça sera intéressant de voir le sprint entre 2 et 3 pour Van Dierck et Vermeersch. Et puis derrière, il y aura un sprint pour la 4e place. Mais pas de suspense pour la première. Il était l'archi-favori. Et en l'absence de Tadej Pogačar, le seul qui peut le suivre sur des ascensions pavées. Et qui peut même le distancer dans des ascensions pavées. On l'a vu sur le Tour des Flandres l'an passé. Mais voilà, s'il n'est pas là, il n'y a pas match. Et c'est parfois un petit peu décevant quand même parce que voilà, aucun suspense. Hein. On savait ce qui allait se passer à l'avance. Et en plus, quand on a la vista comme lui pour éviter les chutes, dont il est passé vraiment pas loin, et ça va jusqu'au bout. La victoire, à l'instant, pour Mathieu Van Der Poel qui peut prendre le temps de savourer et de lever les bras. Il a bien ralenti dans le final parce que Van Dierck et Vermeersch sont déjà là dans le final pour aller se délivrer un petit sprint.
Et c'est parti avec Tim Van Der Poel, Vermeersch qui n'insiste pas. Tim Van Der qui est le meilleur sprinter. Et il va aller chercher donc la deuxième place. Troisième pour Florian Vermeersch. Van Der il est ravi. Hein. C'est une énorme surprise. Deuxième derrière Van Der Poel. C'est un peu comme avoir gagné. On n'attendait pas ce podium-là derrière Van Der Poel, Vermeersch et Van Der avec Van Der donc, qui fait 2 et Vermeersch qui fait 3. Derrière le sprint avec Christophe Laporte qui a réussi à sortir et qui va pouvoir prendre la 4e place. Pas en s'imposant au sprint, il a fait un tout petit écart avec les autres. Il va faire 4e pour Christophe Laporte qui sera premier français. Derrière, il me semble que c'est un coureur de la Pinarello Q36.5 qui avait aussi un tout petit peu d'avance qui vient faire 5e. Et puis ensuite, ça se joue au sprint avec Tobias Lund Andresen, avec Jordi Meus, qui sont notamment encore là. Mais bon, c'est pour les accessites, pour la gloire, pour l'honneur, pour la première place. C'était impossible de battre l'imbattable Mathieu Van Der Poel, vainqueur aujourd'hui. Ça annonce encore une sacrée saison des classiques pour Mathieu Van Der Poel et pour l'Alpecin Première Tech avec cette victoire aujourd'hui haut la main pour le Hollandais. 57 victoires en carrière et donc pour la première fois sur ce Het Nieuwsblad, il lance sa saison par une victoire facile. Il a su éviter la chute de manière assez hallucinante et ensuite c'était fait. Il s'est envolé tranquillement vers la victoire. La belle deuxième place pour Tim Van Dirk, le coureur de la Red Bull Bora-Hansgrohe qui aurait plus que signé pour un tel résultat ce matin. La 3e place pour Florian Vermeersch, le Belge de la Team Emirates. Puis Christophe Laporte, donc 4e pour la Visma. C'est Aimé de Ghent qui était là pour la Pinarello Q36.5 et qui prend la 5e place. Derrière le sprint du petit peloton, du petit groupe de favoris réglé par Tobias Lund Andresen pour la Décathlon devant Jordi Meus, Anthony Turgis. Et puis la belle 9e place d'Alexis Renard, le membre de l'échappée matinale qui a réussi à s'accrocher au groupe ensuite de favoris et à disputer le sprint pour aller faire un top 10 juste devant Luc Lamperti 10e. Paul Magnier qui a payé ses efforts suite à son incident mécanique termine seulement 11e dans ce sprint. Dans ce petit groupe, on retrouve des coureurs comme Laurens Pitty, Matteo Trentin, Jonas Abrahamsson ou encore Dylan Teuns. Déception pour Thomas Pidcock, absent des débats du début à la fin, toujours mal placé. Il termine 48e à 2 minutes et 9 secondes. Binyam Girmay et Arnaud Delis terminent ensemble à 3,46. Alors Delis, il est tombé. Girmay, j'ai pas l'impression, pourtant il termine dans le même temps que le Belge. Là aussi, c'est des déceptions pour ces deux coureurs-là. Arne Maritz, Luca Mozzato terminent très loin à 7 minutes 37. Et puis un gros groupe qui termine tous ensemble, le dernier à 9 minutes et 47 secondes, une trentaine de coureurs, dont le dernier du jour, Mathis Louvel, le français de la NSN Cycling Team, qui termine 136e et dont on a donc à peu près une quarantaine d'abandons, avec des coureurs comme Jasper Philipsen qui n'a pas terminé, comme Mathieu Brennan qui est tombé, qui s'est donc fait mal malheureusement, le jeune Britannique. Stefan Kung, Matej Moric n'ont également pas terminé. Cette Het Nieuwsblad remportée par l'inévitable Mathieu Van Der Poel. Et ce n'est probablement que la première d'une longue série, mais sa série ne continuera pas, en tout cas sur la prochaine Classic World Tour, parce que ce sont les Strade Bianche, et a priori, il n'en sera pas. Van Der Poel sur les Strade Bianche, ça sera là la rentrée d'un autre champion, Tadej Pogacar, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Malheureusement, pour tous les autres coureurs du peloton, il y a vraiment ces deux coureurs qui sont au-dessus du lot et qui raflent le tout. Qui sera capable de mettre fin à l'hégémonie de ces deux-là ? C'est la question qu'on se pose depuis plusieurs années et qu'on va encore se poser cette saison au vu aujourd'hui de la supériorité de Van Der Poel face au reste du peloton. Rendez-vous donc dans une semaine pour les Strade Bianche. Salut à tous, salut à toutes.